Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snipey Détection. Donc je te propose une petite synthèse sur le détectorisme en France. Suite à un colloque qui a eu lieu en 2018 à Paris, intitulé « Étude des données grises issues de la détection, sauvegarde du patrimoine ou cercle vicieux du pillage ». Alors pour ceux qui ne savent pas, mais quand on parle de données grises, c'est pour illustrer du mobilier archéologique découvert par détection de métaux. Aussi, les données et les chiffres sont donc à réévaluer depuis 5 ans, car le nombre d'UDM ne cesse d'augmenter. Donc je rappelle, la conf, elle date de 2018. Donc, au cours des 30 dernières années, suite à une conjonction de facteurs, RTT avec la loi Aubry, chômage, inflation, on assiste à une augmentation importante du nombre d'utilisateurs de détecteurs de métaux. Selon les chiffres de 2018, on comptait au moins 100 000 pratiquants, chiffre à revoir à la hausse en 2023 qui se rapprocherait plutôt des 200 000. Donc il y a 5 ans, on disait que depuis 2011 se vendaient annuellement entre 10 et 15 000 détecteurs de plus en plus performants. Ces faits mettent en relief la vitalité économique du marché et expliquent la multiplication de points de vente sur le territoire. Pour la même période, on constate la multiplication de revues en kiosque, celui du nombre de forums, les associations et également des rallyes de détection qui peuvent rassembler des centaines de prospecteurs en un week-end. Toutes ces activités auraient donc un impact négatif sur la conservation du patrimoine archéologique et historique et pour la recherche scientifique. En se basant sur les données visibles sur les forums et divers autres sites, notamment les vidéos qui sont publiées sur YouTube, les échanges sur Facebook par exemple, on peut estimer à 2,4 millions d'objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie qui est exhumée annuellement sur le territoire national. Actuellement, les chiffres sont à revoir à la hausse car ce sont des chiffres, encore une fois, de 2018. D'après les protecteurs du patrimoine archéologique, des chiffres qui sont loin de plaider en faveur d'une noble activité de dépollution des terrains. Aussi, pour lutter contre ce fléau, il est indispensable de mieux connaître qui sont les acteurs d'utilisateurs de détecteurs de métaux. Une première classification est donnée par les UDM eux-mêmes qui se répartissent en 4 groupes. 1. Les amateurs d'histoire, 2. Les prospecteurs de loisirs, 3. Les pillards et 4. Ce qu'on appelle les électrons libres. Les enquêtes sociologiques qui ont pu être faites à partir du dépouillement des forums montrent que la grande majorité des détectoristes sont des hommes. La pyramide des âges va de l'adolescent au nonagénaire. Toutes les catégories sociales sont concernées, y compris des professionnels. C'est donc un fait de société. Cette activité de prospection peut être pratiquée pour certains plusieurs fois par semaine et pendant de nombreuses heures, devenant une véritable activité professionnelle assimilable au regard du Code du travail, à du travail dissimulé dans la mesure où celui-ci peut apporter un profil équivalent à un salaire. Il est avéré qu'une partie importante des prospecteurs font commerce de leurs trouvailles, comme l'attestent les très nombreuses annonces de vente sur les sites en ligne, par exemple eBay ou Le Bon Coin notamment, mais aussi les participants aux bourses numismatiques, les salons de collection, les vides-greniers, etc. Mais encore une fois, ceci est ce que l'on veut bien nous faire croire, mais il n'est pas à exclure cependant que la conjoncture économique pousse de plus en plus de personnes à vendre leurs découvertes. Face à cette situation, l'État se voit de renforcer son action d'abord pédagogique et de sensibilisation en allant à la rencontre des usagers des assauts de défense du patrimoine pour expliquer ce que nous sous-entend l'acte de fouille archéologique. Les journées nationales de l'archéologie et les journées européennes du patrimoine sont d'excellents moments pour des échanges avec le public. L'acte de fouille impose un savoir-faire et donc une formation initiale et permanente. Pour l'archéologue, la moindre trouvaille faite dans le cadre d'une fouille archéologique peut être considérée comme un trésor, dans la mesure où ce qui en fait son intérêt et qui manque toujours lorsqu'il est découvert lors d'une prospection avec détecteur de métaux, est ce que l'on appelle le contexte archéologique. Le contexte qui en fait sa véritable carte d'identité et sa valeur scientifique, utile à la datation du site et contribuant aussi à son interprétation. À l'évidence, la démarche pédagogique ne peut suffire et la mise en œuvre d'une action répressive s'impose par les services de l'État, où le ministère de la Culture et la Justice sont à présent étroitement associés pour mener une action commune
par des enquêtes menées par le service des douanes, de la gendarmerie et de la police nationale. Lorsque les faits sont avérés, constitués, les tribunaux prononcent de lourdes peines. Voici un exemple d'une enquête menée dans la région PACA entre 2015 et 2017. Cela a résulté 111 plaintes signalements, 51 perquisitions, 24 jugements prononcés et plus de 23 000 objets redécouverts pour être saisis. Petit rappel technique et historique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le détecteur de métaux, c'est un appareil qui fonctionne par émission-réception d'un champ magnétique qui est perturbé par un objet métallique et qui émet un son en fonction de la conductivité de l'objet, donc son plus ou moins aigu et de la profondeur. Inventé principalement à la fin du XIXe siècle, au début à vocation militaire pour la recherche de munitions non explosées dans le sol et chirurgicale pour la recherche des éclats métalliques dans les blessures. À la Seconde Guerre mondiale, le détecteur de métaux a servi à la recherche des mines. Le premier détecteur portable, vraiment celui que l'on connaît actuellement, parce qu'il y en a eu d'autres bien avant, a été inventé en 1940-41 par un officier polonais réfugié en Grande-Bretagne. Le détecteur de métaux est toujours utilisé aujourd'hui à des fins militaires. Il a été détourné de sa fonction originelle, la recherche de mines, à des fins civiles au cours des années 70. Il est arrivé en Europe dans le siège des bases américaines de l'OTAN, puisque c'est principalement aux États-Unis, notamment lors des recherches liées à la guerre de sécession, que la détection de loisirs est arrivée. Et il s'est développé de plus en plus depuis les années 70 parmi la population qui est à la recherche du frisson de la chasse au trésor, avec notamment l'apparition de nombreux magazines et ouvrages spécialisés. Aussi, les recommandations internationales, notamment avec la recommandation du Conseil de l'Europe en 1981, qui recommande l'adoption d'un système de permis ou d'immatriculation des UDM et aussi d'encourager les musées, les archéologues à entretenir des contacts avec les utilisateurs locaux de détecteurs de métaux et de permettre leur participation aux fouilles sous la conduite de personnes compétentes. Suite à ça, la communauté détectoriste a cherché à faire valoir son droit d'utiliser les détecteurs sur une communication basée sur l'accessibilité universelle au patrimoine commun et la mise en avant d'un loisir en communion avec la nature. Accessible à tous, ce loisir ne concerne en principe que les couches superficielles délaissées en temps normal par les archéologues. Un lobbying important mené par les fabricants et les revendeurs de détecteurs de métaux, comme cela est le cas en Angleterre avec le NCMD. À partir de ce constat, les pays européens ont décidé d'utiliser deux modèles législatifs principaux. Un modèle que l'on va appeler coopératif et un autre assez restrictif. En effet, certains pays voient dans la détection de métaux un auxiliaire à la recherche archéologique dont il faut accepter la collaboration. Dans le modèle coopératif, on a le modèle anglo-gallois, luxembourgeois, danois ou encore belge. D'autres pays ont décidé de suivre strictement les recommandations internationales et de restreindre la pratique de détection de métaux à l'obtention d'une autorisation administrative, qui est le cas pour la France, l'Irlande, la Suède. Je vais donc vous détailler deux cas, celui de référence, l'Angleterre, et celui de la Belgique. Nous verrons ensuite ce qui se passe pour la France. Le système libéral anglo-gallois, avec le tournant des années 80, qui voit une bataille d'opinion entre la communauté des archéologues unis derrière la campagne Stop, Stop Taking Our Past, qui peut se traduire par Arrête de prendre notre passé, et entre la communauté des détectoristes avec le DIG, Detector Information Group, vous l'avez compris, groupe d'information sur la détection. Ce dernier exerce rapidement une très forte influence au sein des différents médias et du gouvernement britannique, et finit par gagner la bataille de l'opinion en invoquant notamment une activité saine et démocratisant l'accès de chacun à son histoire et son patrimoine, en opposition à des archéologues élitistes enfermés dans leur cénacle et désireux de conserver un monopole sur la recherche historique. Cette proposition de loi présentée à la Chambre des Lords, équivalent de notre Sénat en France, a pour but de fournir, je cite, une meilleure protection au petit mobilier archéologique découvert dans le sol, et donc fortement réduire la liberté d'action des UDM. Mais il en a été différemment.
Ainsi, aujourd'hui en Angleterre et Pays de Galles, la détection est autorisée sauf sur les 18 000 sites et monuments protégés. Mais depuis 2015, le nombre de sites a augmenté également. Il faut donc l'autorisation du propriétaire du terrain et le découvreur à possibilité de récompense, qui dans ce cas-là, partagé avec le propriétaire du terrain en cas de reconnaissance de la découverte comme trésor. Il faut savoir que la définition de trésor chez les Anglais est différente de la nôtre, puisqu'il faut que ce soit un objet qui ait 10% de métal précieux, âgé d'au moins 300 ans, et dans ce cas-là, il revient automatiquement à la couronne et le découvreur se voit récompensé pour son acte. Parallèlement à la mise en place du Treasure Act en 1996, qui est en fait une remise au goût du jour en harmonie avec la situation contemporaine du Treasure Trove, qui était une réglementation tirant son origine au XIe siècle, créée comme un recours contre l'évasion fiscale. Eh oui, déjà à l'époque, on parlait d'évasion fiscale. Sous Édouard le Confesseur, au XIe siècle, un trésor était défini comme de l'or ou de l'argent sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de pièces de monnaie d'assiette, de récipients ou ustensiles en or et en argent, ou de lingots, qui avaient été cachés et redécouverts et dont personne ne pouvait prouver qu'il était le propriétaire. Au XIIe siècle, pour être défini comme trésor, un objet devait être constitué en grande partie, c'est-à-dire à plus de 50%, d'or ou d'argent. Cette loi dispose que tout objet en or ou argent enterré avec la volonté manifeste de le retrouver ultérieurement et dont le propriétaire est inconnu, revient de droit à la couronne ou sinon au propriétaire du terrain. Depuis 1996, la mise en application de la nouvelle loi du Treasure Act permet ainsi à la couronne de pouvoir récupérer contre récompense, partagée entre le découvreur et le propriétaire du terrain, tous les objets âgés de plus de 300 ans et contenant au moins 10% de métal précieux. Le découvreur doit déclarer sa trouvaille au coroner, compétent dans les 14 jours à compter de la mise au jour d'un trésor présumé. Le Treasure Act de 1996 ne concernant néanmoins que les objets archéologiques dits précieux, la majeure partie du petit mobilier découvert par les UDM reste hors de portée des scientifiques. Dès 1997, le gouvernement britannique met en place différents programmes locaux supervisés par le ministère de la Culture, visant à encourager les utilisateurs de détecteurs à se rapprocher des archéologues pour déclarer et faire enregistrer leurs découvertes. Le PASS, Portable Antiquities Scheme, est né. C'est pour cela que lors du Détectival que certains connaissent, c'est le plus grand rassemblement de détectoristes en Europe, il y a la présence d'archéologues sous un chapiteau, afin de présenter ces trouvailles pour les identifier. Voyons à présent du côté de chez nos voisins belges. Depuis 1993, les Flandres belges disposent d'une législation réglementant fortement la détection de métaux. La pratique est largement tolérée par les autorités depuis le milieu des années 2000. La loi oblige à déclarer toute trouvaille afin de l'inclure dans l'inventaire archéologique général. Aussi, considérant que les dommages causés au patrimoine archéologique par la détection de métaux étaient faibles en regard des informations récoltées, la législation évolue en 2014 vers un régime plus libéral instituant un système de permis. Il est accordé de manière permanente après une simple vérification de la majorité et de l'absence d'antécédents judiciaires en rapport avec le patrimoine au cours des 5 dernières années. De son côté, le détectoriste s'engage juste à suivre un code de bonne conduite, à savoir ne pas détecter sans autorisation du propriétaire du terrain, ne pas creuser au-delà des 30 premiers centimètres correspondant aux profondeurs atteintes des socles de charrue, de déclarer 3 jours avant où il a l'intention d'aller détecter. Donc 3 jours avant, il faut déjà savoir sur quelle parcelle de terrain se rendre, ce qui n'est pas évident. Et de ne pas aller sur les sites archéologiques en cours de fouille ou les sites répertoriés et protégés. À la suite du changement législatif, l'Université libre de Bruxelles a développé entre 2014 et 2017 une plateforme permettant aux UDM d'enregistrer leurs découvertes. Inspiré par le modèle anglais, l'Institut Medea en Belgique venait de naître. Les tenants de ce programme considèrent qu'identifier les trouvailles des détectoristes et reconnaître leur rapport à la connaissance du patrimoine est le meilleur moyen de motiver leur déclaration. Et pour la France, c'est bien plus réglementé. L'utilisation des détecteurs de métaux a été réglementée par la loi de 89
et un décret en 91, suite à une campagne anti-détection menée principalement par le président de la Société préhistorique française qui s'appelait Gilles Gaucher et qui a mené une proposition de loi par le sénateur Marc Boeuf en 84. Et contrairement à l'Angleterre, en France, la notion de trésor, c'est l'article 716 du Code civil où on impose l'effet du hasard, ce qui est souvent invoqué par les détectoristes, pour une partie des découvertes. Or, le hasard n'est pas reconnu à partir du moment que l'on utilise un détecteur de métaux, souvent appuyé par des magazines ou des sites internet qui vendent des cartes archéologiques de la Gaule. Ce qui est mal vu également, c'est une certaine catégorie de la profession archéologique, chercheurs indépendants ou institutionnels, qui amènent à utiliser les données de la détection dans des publications, des enregistrements dans des bases de données, voire à permettre des ventes en donnant, sans le vouloir, une valeur aux objets. Et l'archéologue automatiquement passe auprès de la communauté de la détection comme une caution morale. Il faut reconnaître que dans des publications scientifiques, un certain nombre de termes que l'on retrouve aussi dans la communauté des UDM sont repris. L'exemple de la boursée, terme directement issu de la détection, qui n'a aucune valeur archéologique, qui prend comme principe que le lot de monnaie provient d'une petite bourse qui a été perdue par son propriétaire à l'époque. En Europe, une base de données sur le petit mobilier archéologique est mise en ligne en 2009 sous le nom de Encyclopédie collaborative, comparée au Portable Antiquity Scheme ou MEDEA. Et très vite, cette encyclopédie collaborative a été détournée de son utilisation et exploitée par les UDM à des fins d'identification de leurs trouvailles, quand elles n'y sont pas intégrées. L'auteur de cette base de données se défend cependant de promouvoir le pillage archéologique, mais néanmoins son nom apparaît sur divers forums internet comme personne à contacter et de confiance pour identifier les trouvailles. Et cette base apparaît cependant dans les réseaux de détectoristes comme l'exemple même d'une bonne collaboration entre les archéologues et les UDM. La communauté scientifique reproche également à certains archéologues, comme je vous l'ai expliqué, qui ont des liens étroits avec certains UDM, d'apporter une certaine caution marchande à ces découvertes. Prenons en exemple le dépôt monétaire de Plouagat dans les Côtes d'Armor. Dépôt qui a été découvert par un UDM dans un champ en 2012 avec officiellement des tuiles romaines, en partie fouillées et expertisées par des archéologues de l'INRAP et du SRA. La personne qui passait régulièrement son appareil bénévolement sur les chantiers archéologiques de la région a fait appel aux archéologues de l'INRAP qui ont décidé de mettre sous silence cette découverte pour le moment. Donc je rappelle que l'on est en 2012 pour cette découverte, hormis le rapport indiquant que la découverte a été faite hors de tout site archéologique. Le découvreur s'est partagé une partie du lot avec le propriétaire et la troisième partie revenue à l'État, probablement suite à l'opération de fouille. Et le découvreur a mis son bien en vente en juillet 2017 à Saint-Brieuc. La vente a rapporté 10 000 €. Ainsi, c'est l'ultime numismate qui a permis de fournir la valeur marchande du lot, puisque c'est grâce à l'étude numismatique que le commissaire-priseur a pu déterminer la rareté des monnaies. Et qui dit rareté, eh bien notons tout de même qu'une partie a disparu en salle des ventes. Alors comment faire confiance entre des personnes mettant en avant une archéologie de l'objet au lieu d'une archéologie du fait, en recherchant avant tout le mobilier, avec notamment une dépréciation dans l'opinion publique et politique de l'archéologie extensive au profit de la chasse au trésor. Comme l'a souligné un sénateur qui, lors d'une discussion au Sénat en 2006, qui expliquait que de toute façon, pour l'archéologie, on n'allait pas non plus fouiller toutes les fermes gauloises de la Beauce. Ça ne servait pas à grand-chose et qu'il fallait mieux s'intéresser à des choses qui avaient vraiment de l'intérêt. Une étude du PAS en Angleterre, en 2017, tend à montrer que 96% des objets découverts ne sont pas répertoriés. Aussi, plus la législation est restrictive, moins il y a de pertes de données vis-à-vis de la détection, puisqu'une législation permissive crée une sorte d'appel d'air qui va automatiquement amener plus de gens à la pratique de la détection et amener plus de découvertes et plus de pertes. Ne faudrait-il donc pas s'astreindre à un code de déontologie tel qu'il existe en Angleterre, en trouvant un compromis entre les différents protagonistes qui œuvrent pour l'amour de l'histoire? Car parmi les UDM, dont je fais partie, bon nombre sont bien plus passionnés par l'histoire de l'objet découvert que par l'objet lui-même.
Alors ce message s'adresse à tous les UDM. Ayez en vous cette noble passion, sans porter atteinte à vos valeurs morales, pour garder vos découvertes et non en faire commerce. Car vous vous exposerez à de lourdes conséquences si cela est avéré. J'en parle en connaissance de cause puisque je suis moi-même actuellement sous procédure douanière pour la perquisition effectuée à mon domicile le 11 mai. Rien cependant de mes découvertes n'a été vendu, ce qui aura une conséquence moindre sur ma peine. Aucun de mes objets découverts n'a également été fait sur site archéologique, comme j'ai pu le lire dans un commentaire. La personne qui m'a écrit ce message m'a désigné comme pilleur, en prétextant que j'allais déterrer sur des sites archéologiques des objets pour les réintérer, ensuite dans des endroits neutres pour en faire des vidéos. Donc tu vois des commentaires comme ça, sur supposition, parce que j'ai eu une affaire avec les douanes, ça peut tout de suite dire, pour certains, Snipey c'est un pilleur de sites. Eh bien non, faux j'ai envie de te dire. Donc celui qui m'a écrit ce message, tu penses bien que je l'ai rhabillé pour l'hiver. Donc des connards comme ça, en astronomie, on appelle ça des trous noirs. D'ailleurs, on voit bien par leurs propos tenus qu'ils ne sont pas en plein phare. Les mecs manquent de discernement et d'éclairage. À ce propos, je tiens à vous préciser, pour ceux qui suivent cette histoire de perquisition, je sors très prochainement une vidéo à ce sujet puisque je reviens d'une convocation sur Paris où j'ai été auditionné la semaine dernière. Donc eh bien, à bientôt et portez-vous bien. Salut!